C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bienvenue à tous. Nous sommes avec nos amis du Club de français de l'Université de Carnegie Mellon. Ouais, ils sont avec nous encore une fois cette semaine et ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet si enrichissant et si édifiant comme vous allez le voir. Ne bougez surtout pas, on revient après cette petite pause. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et après cette petite pause comme promis, notre invité du jour, on va parler d'un sujet très important, très important. Là, nous sommes en train de transitionner vers l'année 2024 et je pense que ça va être une année où on sera sur un autre niveau, un niveau supérieur dans l'émission Le Miroir et dans notre vie de tous les jours. Et quoi de mieux pour le faire que de commencer par l'intérieur de nous-mêmes, mieux nous connaître et mieux nous construire. Et alors, il y a quelques jours, j'ai découvert cette série de discussions et d'enseignements sur YouTube avec une psychothérapeute qui, par chance, est de passage à Kigali. Et c'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On va parler santé mentale, on va parler psychothérapie, on va parler émotion, maturité émotionnelle, trauma, etc. C'est dans l'émission Le Miroir. Qui est notre invité? Notre invité, c'est le docteur Peace Ngabile. C'est notre invité dans l'émission Le Miroir. C'est une psychothérapeute clinique agréée à Vancouver au Canada, détentrice d'un doctorat ou PhD en psychothérapie et activiste pour la santé mentale. Elle est de passage ici à Kigali. Elle s'arrête sur notre plateau aujourd'hui pour nous partager ses connaissances sur ces sujets et aussi nous parler de son parcours et se mettre face au miroir. On l'applaudit avec nos applaudissements. Bienvenue, Peace. Comment ça va? Waouh! Je suis tellement content, tu ne peux pas imaginer. Ça fait plaisir d'être ici. Oh mon Dieu! Ça fait beaucoup plaisir, merci beaucoup. C'est chaleureux votre accueil. Ah, c'est vrai? Ça fait plaisir. On aime bien faire ça, on aime bien être des personnes chaleureuses. Ouais. Et donc, ouais. Et alors, il faut que je dise ça tout de suite avant même qu'on commence. D'accord. C'est que j'ai suivi, comme je t'ai dit, c'est une série d'enseignements ou de conversations autour du trauma émotionnel et de comment on le reconnaît et on en guérit. Je suis tombée par hasard dessus sur YouTube. Non, mais attends, je vous dis une chose. C'est trois épisodes, donc c'est 3 vidéos. La première, j'étais « Ah mon Dieu, c'est pas possible, je partage avec tout le monde et tout ça. » Et puis, on en parle avec des amis. Et la deuxième, je regardais et je commençais à trembler. Tu commences à dire « Oh mon Dieu, tout ça, c'est vrai ?» Et le troisième, c'était « Ah, un autre niveau. » Et après le troisième, je discutais avec un ami. J'ai dit est-ce que pendant la vidéo, tu l'as entendu dire qu'elle serait à Kigali? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait venir à l'émission Le Miroir? Ouais. Et puis elle dit, écris-lui sur Instagram. Et voilà, tu es là. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Là. C'est extraordinaire. Mais je vais quand même clarifier quelque chose. Je ne suis pas de passage comme tel. On a 1 an ou 2 ici. Oh. Donc, c'est pas 1 semaine ou 2, c'est 1 an ou 2. Wow. Ouais. Oh, oui, ouais. Applaudissez. Ouais. Ça veut dire qu'on aura accès à tout ça et à plus. Ça veut dire qu'on a assez de temps. Oui. Ouais. Oh mon Dieu, je suis très content. En tout cas, tu en parles si bien et on en parlait tout à l'heure avec les amis avant de commencer l'émission en disant que parfois c'est un sujet plus ou moins nouveau ici chez nous, la santé mentale. Ouais. Et on entend souvent du point de vue des professionnels, mais occidentaux. Mais l'entendre d'une personne qui est de chez nous et qui comprend un peu notre contexte et tout ça, c'est encore mieux. Ouais. Oui. Et donc, je suis content que tu sois ici. Oui. Avant qu'on parle de ces sujets qu'on a envie de mieux comprendre, tout d'abord, on a envie de mieux te connaître. Et la question que je me suis posée directement, c'est est-ce que la santé mentale, la psychothérapie, c'était quelque chose qui t'a toujours intéressé ou juste un hasard, boum, tu es tombé dessus? C'est the first point, c'est la première option. Ça ne m'a pas toujours intéressée, mais ça m'a intéressée à un moment donné. Ça veut dire que j'étais partie en France pour une étude sur les langues, la linguistics, parce qu'on me disait que j'étais bonne avec les langues. Et je me cherchais, je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. Et donc, je suis partie en France pour la licence dans cela. Et c'était une licence de 4 ans. Et puis, au cours de la 3e année, j'ai capoté.
ça m'avait pas convenu. Et puis, comme par hasard, alors là, il y a des années, ça veut dire que c'était en 2008, je suis allée, c'était like a youth camp à Montpellier. Et puis, l'un des intervenants, c'était un psychothérapeute du Canada. Et puis, il parlait par rapport à ça et je suis tombée en amour. C'est là où j'ai su que... C'était une révélation pour moi. C'est là où j'ai su que j'allais prendre cette piste-là d'éducation puis d'exercer. Et je suis d'accord avec toi qu'on n'en entend pas beaucoup parler chez nous. Ce n'est pas vraiment quelque chose de familier, la santé mentale. Et puis, c'est beaucoup associé à des cas extrêmes, comme la schizophrénie. Ce qui n'est pas le cas. La santé mentale, c'est comme si on disait la santé physique, ça reste une réalité, même quand on n'est pas malade d'une maladie extrême. Donc, je suis contente d'être ici parce que c'est vrai que la santé mentale, c'est un besoin, mais à l'Occident, ils ont beaucoup plus de ressources que chez nous ici. C'est absolument vrai. Ouais. C'est absolument vrai. Et franchement, moi, j'ai commencé à en entendre parler récemment. Je sais, il n'y a même pas 10 ans. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus populaire parce que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est devenu un sujet. Toutes les grandes personnalités, les célébrités, etc., en parlent. Et donc maintenant, on connaît un peu plus et on commence à comprendre certaines choses. Et dans cette émission, on aime bien découvrir les parcours et tout ça. Mais là, ça va être encore plus qu'un parcours parce qu'on va comprendre un peu plus justement sur ton domaine. Oui. Et je parlais tout à l'heure de cette série sur le trauma émotionnel Oui. Que j'ai trouvé très intéressant. Oui. Il y a des choses qu'on ne sait pas, les déclencheurs. Il y avait tellement de petites choses qui vont faire notre quotidien et notre personnalité et aussi nos relations avec les autres. Et j'ai trouvé que c'est très important que les gens connaissent. Et aujourd'hui, même si on ne peut pas faire le tour, oui. j'aimerais une prise de conscience. Oui, j'aimerais qu'au moins on commence à avoir conscience de ça. Et la question que je vais te poser directement, c'est le trauma émotionnel. C'est quoi Oui. Comment reconnaître ça? D'accord, that's a good question. La façon la plus simple de décrire ça, c'est que chaque être humain naît avec des besoins. Et puis, il y a différentes catégories de ces besoins-là. On est plus familier avec les besoins physiques, manger, se coucher, être au chaud, ou c'est comme la température corporelle. C'est des besoins qui sont connus parce que c'est basique. Émotionnellement, c'est la même chose. Il y a des besoins basiques, mais c'est juste c'est moins tangible dans notre culture. Et puis, on n'est pas vraiment conscient de l'importance ou la nécessité de les reconnaître puis de les rencontrer. Alors, le trauma émotionnel, il y a 2 catégories de trauma, de traumatisme. Il y a le traumatisme développemental, puis il y a le traumatisme ponctuel, ça veut dire quelque chose de traumatisant se passe dans ma vie, c'est ponctuel, c'est une occasion. Mais il y a le traumatisme développemental. C'est de ça que je parlais dans les vidéos. Et c'est le traumatisme qui se développe parce que les besoins émotionnels ne sont pas en train d'être rencontrés. Donc, c'est des besoins nécessaires. C'est comme si on parlait de l'oxygène, c'est comme si on parlait de la nourriture. Ça, physiquement, ce n'est pas une option, right? Émotionnellement, le besoin d'être entendu, apprécié, accepté, held, porté as a child, comme un enfant, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Pour que le développement émotionnel se passe, il y a besoin de toute cette nutrition-là. Et quand la nutrition manque, je deviens affamée et puis paralysée. Et puis il y a des conséquences à cela dans l'avenir, dans le parcours de ma vie, parce que justement, mon développement émotionnel a été comme arrêté dans la croissance. Ça n'a pas vraiment grandi, c'est arrêté. Ouais. Et est-ce qu'il y a des symptômes, des signes, des choses qui peuvent te montrer que, peut-être que tu as connu ça, peut-être que... Absolument. Oui, il y a beaucoup de signes, mais j'aime bien les catégoriser dans
dans la catégorie émotionnelle, comportementale, puis relationnelle. Okay? C'est les 3 catégories majeures où on peut voir les signes que je ne vais pas bien, que je suis affamée, que mon développement s'est arrêté, ou je suis crippled, je suis un peu paralysée dans mon développement. Émotionnellement, ça veut dire que j'aurai beaucoup de difficultés à réguler mes émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le découragement, que ce soit la solitude. Ça veut dire que je ressens des émotions intensément. C'est excessive. Excessive. C'est comme si je me faisais emporter dans un torrent d'eau et que c'est plus fort que moi. Si je deviens coléreuse, j'ai plus le contrôle de ça. Si je suis triste, je rentre vraiment dans un trou de dépression. Si je suis découragée, je rentre dans une passivité. Je ne peux plus me relever, me motiver. Il y a plein d'exemples. Donc, émotionnellement, ce serait ça. Comportementalement, on peut développer des addictions, des dépendances, et ce serait des dépendances de substances, des dépendances d'activités comme on va parler un peu de social media. Il y a vraiment une addiction là-dessus. Écran, screen addiction, des dépendances sexuelles, des dépendances. Encore une fois, je suis plus au contrôle. C'est déréglé. Il y a une dysregulation. On sent vraiment qu'on n'est plus en contrôle de, oui. du temps qu'on passe sur nos écrans, ou alors si c'est la boisson ou fumer. Ou... Ce n'est plus régulé, c'est le manque de régulation. Et puis, c'est quelque chose que même si ça me détruit, je n'arrive pas à arrêter. D'accord. Et puis, relationnellement, ce qui est la 3e catégorie, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de tensions, de difficultés, de ruptures émotionnelles dans mes relations. Soit j'ai du mal à me confier, à me sentir en sécurité, ou j'ai du mal à respecter l'espace de l'autre. Je deviens manipulatrice. Ou j'ai du mal à être plus stable, donc du coup, je m'écroule sur l'autre. Je deviens trop... dépendante. Oui, c'est trop lourd dans la relation. Où je suis coupée émotionnellement de la personne, je suis très, très fermée. C'est dur, même romantiquement ou même dans les amitiés ou même professionnellement, c'est dur que les autres aient vraiment un accès honnête, genuine access to me, un accès honnête à moi, parce qu'il y a tellement de murs que j'ai construits pour me protéger. Donc les relations vont vraiment avoir du mal à s'épanouir. C'est vrai. Ouais. D'accord, voilà donc pour les quelques signes et symptômes. Je trouve que c'est très facile à assimiler déjà comme ça, mais aussi ça fait un peu peur parce que ça a été ma réaction quand j'ai vu, je pense, le premier épisode. C'était « Oh mon Dieu, j'ai reconnu certaines choses, je suis foutu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la question c'est, est-ce que après ça, il y a des étapes à suivre pour gérer ce trauma ou alors peut-être en guérir si c'est une possibilité. Oui, that's the good news. C'est la bonne nouvelle parce que c'est une possibilité et la possibilité commence par la prise de conscience. Right? On ne peut pas guérir. Si par exemple, j'aime bien donner cet exemple-là, si par exemple il y a un traitement pour le cancer, mais que je ne suis pas au courant que j'ai le cancer, je vais probablement mourir. Parce que le traitement était là et j'étais consciente que le traitement était là, mais je manquais la conscience de mon état physique. Donc, de comprendre que, oh, j'ai le cancer. Maintenant, c'est une prise de conscience. La deuxième étape, c'est la validation de ça. Parce qu'on a beaucoup d'invalidation dans nos têtes qu'on a récoltées dans notre société. Ça veut dire, oh, le monde passe par des choses pires que moi, c'est pas grave. Ou c'est comme ça que je suis. You know, take me or leave me. C'est comme ça que je suis. Je m'approprie ces problèmes, ces carences, comme des traits de personnalité. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas des traits de personnalité. C'est peut-être quelque chose que j'ai connu depuis toute ma vie, mais ça ne fait pas de ça des traits de personnalité. Ça ne devrait pas être comme ça. Non, je ne suis pas née coléreuse, right? C'est quelque chose que j'ai... I picked it up on the way. C'est quelque chose que j'ai appris
comme un mécanisme d'adaptation. Donc, I can unlearn that. Je peux apprendre autrement. Donc, la validation, excuse-moi, la validation de mon état et puis d'identifier the invalidating statements, d'identifier c'est quoi que je me raconte qui invalide ou qui minimise ou qui normalise mon état. Mon besoin, my brokenness, mon brisement, mon besoin de guérir. Qu'est-ce que je me raconte? Parce c'est facile de dismiss it, de laisser tomber, parce que tu regardes autour de toi et tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Il y a moins de gens guéris que de gens brisés émotionnellement dans notre culture. Parce que le travail, c'est conscient, c'est pas magique, c'est conscient. Donc, il y a moins de gens rétablis émotionnellement. Donc, la deuxième étape, c'est la validation. Et c'est un processus. Ça veut dire que je remarque ce que je me raconte qui est invalide, qui minimise. Pas se dire je fais des caprices, il y a plus de problèmes, regarde autour de toi, il y a la guerre ici et là. C'est vraiment, c'est pas grave. Donc, ne pas invalider ça et se dire, OK, c'est valide. Ça, c'est la deuxième étape. Oui, parce que si toi, tu as un genou cassé et que moi, j'ai un toe, orteil cassé, in the moment, je ne vais pas me dire, oh, c'est pas grave parce qu'il a un genou cassé. In the moment, I'm like, this is the worst pain ever. Right? C'est vrai. Physiquement, on se dit, c'est la douleur, c'est ou la dent ou whatever. Oui. Dans le moment de la douleur, on n'est pas en train de penser à la douleur du monde. C'est vrai. OK? On est vraiment en train de dire, il n'y a rien d'aussi douloureux que ça. Donc, vraiment de transférer cette compréhension dans le domaine émotionnel, dans ma santé émotionnelle, de valider. Deuxième point. Troisième point, ce que j'aime bien insister, c'est d'aller à la thérapie. Aller à la thérapie. Ouais, de trouver et où. Parce on peut se trouver un support system, de trouver un ami digne de confiance pour commencer à t'ouvrir. Parce qu'il y a tellement de choses à unpack, à déballer, que c'est dur de le faire tout seul dans ton coin. C'est vraiment dur. Plus tard, peut-être. Mais au début, c'est étrange, c'est nouveau, c'est pas familier. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner, de professionnel ou d'amical, ça peut vraiment aider. Ça peut beaucoup aider. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Nous sommes avec le docteur Peace Ningabile. On apprend beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je vois le visage. Vous êtes en train de réfléchir, vous aussi, oui. Parce que moi aussi, donc, si vous êtes en train de nous suivre et que vous reconnaissez certains de ces signes ou symptômes chez vous ou chez une personne tout près, déjà, c'est une prise de conscience. Commençons à valider et puis le pas suivant, ce sera la thérapie. On va en parler tout à l'heure, mais avant, il y a un autre sujet que j'ai trouvé très intéressant et j'ai envie qu'on passe par ça avant de parler avec nos amis de Carnegie Mellon. C'est que sur Instagram, il y a eu, maintenant, vous parlez beaucoup de l'éducation, la discipline des enfants. Vous parlez de la maturité émotionnelle chez les enfants, ou plutôt l'immaturité émotionnelle chez les enfants, et comment arriver à les guider ou à les éduquer en comprenant cet état. Et j'ai envie que tu nous en parles un peu. Comment est-ce que, justement, on devrait, en tant que parent ou tuteur ou autre éducateur, arriver à accompagner, éduquer les enfants en tenant compte, justement, de leur état émotionnel, de leur niveau émotionnel? It's a really good question, too, parce que je ne peux pas parler une langue que je ne sais pas parler. Ça veut dire que la santé mentale ou émotionnelle, c'est vraiment une langue étrangère. Donc, du coup, si je me retrouve avec mes enfants et qu'ils ont besoin de ce développement émotionnel, and I have no clue, j'ai aucune idée de comment m'y prendre, j'ai aucune idée de l'existence de ce besoin ou de la nécessité de ce besoin, je vais juste être maladroite ou coupée de ça. Donc, la première étape, c'est encore une fois de se prendre conscience. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? Parce que c'est vraiment un âge très tendre. C'est un âge très tendre. Comme, par exemple, c'est comme un nouveau-né, physiquement, on sait tous que le cou ne tient pas, right? You have to hold the neck. On doit tenir la tête. Parce qu'on est tous conscients
C'est une conscience qu'on a que le corps est fragile et qu'il y a des moyens de tenir le bébé parce qu'on est conscient de la fragilité. Right? Émotionnellement, cette fragilité-là arrive à maturation à l'âge de 25 ans. De 25 ans. 25 ans, entre 25 et 28, c'est là où on arrive à la maturation émotionnelle si tout s'est bien passé. Oh. D'accord? Avec le coup, c'est quoi? C'est 3 mois? Oui. Ou moins? Plus ou moins? Oui. There you go. Oh mon Dieu, donc jusqu'à 25, 28 ans, on se développe encore. On se développe encore parce que justement, la façon dont le cerveau est wired, construit, oui. Ça veut dire qu'on a des hémisphères gauche et droite, OK? L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui processe tout ce qui est des habiletés émotionnelles, de régulation, OK? L'hémisphère droite, il est chargé des skills comme le mouvement, comme le mouvement du corps. Oui, ouais. Et puis le back of the head, c'est la partie de survie. La partie de survie est là depuis la naissance. Wow. Right? C'est la partie qui a peur, qui veut se protéger. C'est des instants de survie. Ils sont là depuis la naissance. Et le front, this is a very simple way of saying it. La partie du devant, c'est la partie du raisonnement. OK? Donc, toutes ces parties de notre cerveau grandissant, ces parties ont besoin d'être développées, d'être intégrées les unes avec les autres. OK? Alors, si je suis inconsciente en tant que parent de ce besoin-là, je vais prendre des réactions d'un enfant comme une rébellion, right? Comme une provocation. C'est vrai. Je vais le prendre personnellement. C'est vrai, on dit souvent, les enfants de 2 ans ou de 3 ans, parfois on dit « Mais cet enfant, il ne comprend pas, il me cherche, qu'est-ce qui se passe ?» Exactement, exactement. Oui. Alors que… le raisonnement n'est pas développé. Oui. L'enfant est encore en train d'agir sous l'impulsion. It's impulsive. Oui. C'est pour ça que tu peux lui dire « Ne touche pas ça », et puis 5 minutes, il touche. Oui. C'est l'impulsion. Et puis la mémoire n'est pas là. Pas encore là. OK? Et le bac du cerveau, et c'est ça là, où il y a l'impulsion. Ça veut dire ce que j'ai envie, je le fais sans réfléchir. Il n'y a pas de raisonnement. C'est l'immaturité émotionnelle. OK? Et donc de comprendre des choses comme ça, ça veut dire je change ma perspective d'approche en éduquant mon enfant parce que je comprends que le comportement qui est un symptôme, le comportement que je ne désire pas, c'est une manifestation d'une immaturité. Alors, au lieu de punir, je vais éduquer. Je vais lui donner des skills, des aptitudes avec répétition. On apprend tous par répétition, n'est-ce pas? Qui c'est qui a appris une fois and I was good and I'm good at it? Oh. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de up and down, comme si un enfant apprenait à marcher. Comme il y a beaucoup de, they fall on their butt a lot of times until they can learn to walk. Donc, émotionnellement, c'est vraiment la même chose. Ça veut dire, il y a des hauts et bas. Aujourd'hui, il va le faire, demain, il ne va pas le faire. Alors, je vais lui rappeler. S'il y a des tantrums, comme quand les enfants piquent les crises. Ils crient. Ah, tout je ne vais pas faire un laisser-aller parce que, justement, je ne vais pas punir, mais je ne vais pas faire un laisser-aller. Je vais éduquer. Je vais réconforter l'enfant parce que l'enfant ne sait pas to get themselves out of the back of the brain. Ils ne savent pas se sortir de là. They need help. Comme le réconfort, c'est un des moyens qui les aide à get unstuck. They're stuck in the reaction, dans l'impulsion. Donc, de les aider, comme dans le réconfort, je peux prendre l'enfant et le mettre en dehors des stimulations qui font que right? I move the child and I'm there with the child. Je m'assois avec l'enfant et puis quand il se calme, on parle de ce qui s'est passé. Je lui laisse s'exprimer et puis je lui donne des outils, mais j'invite les outils. Je l'invite à participer dans cette discussion. Qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir si ta sœur te prend un jouet? Right? On en parle. Et puis, we come up with a plan.
Et on va, dans le moment prochain, parce que ça va se reproduire. Oui. Il faut répéter. Oui, je répète le plan. Il ne faut pas je avoir répète peur le de plan. répéter. Exactement. It's okay, we learn through repetition. D'accord. Mais dans ce cas-là, je donne des outils à l'enfant pour que... Et c'est intériorisé. Mais ce que j'aime bien parler... Là, this is my passion. Oui. Okay? You can see I'm like wired up. Ce que j'aime bien toucher aussi par rapport à ça, c'est que l'autre importance de ne pas être... coléreux ou s'emporter, first, ça veut dire que j'apprends à me réguler moi-même. J'apprends à prendre responsabilité de mes réactions. Parce que mes réactions ne sont pas à cause de mon enfant, c'est à cause de mon manque de régulation. OK? Je ne suis pas en train de lui crier dessus parce qu'il a fait quelque chose la énième fois. Je suis en train de lui crier dessus parce que j'ai du mal à me réguler. C'est vrai. Parce qu'on est souvent moins patient lorsqu'on est aussi un peu stressé, qu'on a beaucoup de choses à faire. Absolument. Et qu'il y a un enfant à côté qui crie tout le temps, tu vas hey, arrête, pourquoi est-ce que tu... Exactement. Il faut aussi faire attention à ses propres... Et prendre soin de soi émotionnellement, parce qu'on ne peut pas étendre ce qu'on n'a pas. Right? Oui. Et puis c'est important pour l'enfant qu'il sache que dans ce processus, qu'il ressente, que dans le processus de sa croissance émotionnelle, dans lequel je le guide, mon amour pour l'enfant, ma connexion avec l'enfant n'est pas interrompue. Mais si je lui crie dessus et que je lui dis, je lui mets des étiquettes, tu n'entends pas, tu es difficile, tu es impossible, là je suis en train de couper ma connexion avec l'enfant. Ça va le remettre dans le bac, dans la survie, parce qu'il a besoin de cette connexion. Et c'est du sabotage de ce que j'aimerais accomplir. Donc, il va aller en instinct de survie. Oui. C'est comme si, oh, il y a un lion là-bas. Je suis rejetée par la personne qui me nourrit émotionnellement. Et j'ai faim. Donc, on met la connexion émotionnelle en jeu quand on essaie d'éduquer un enfant. D'accord. OK. Alors, c'est sûr que c'est un sujet si passionnant. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Je viens d'apprendre beaucoup en tant que jeune parent et plein d'autres jeunes parents ou parents en général qui nous suivent. Je pense que là, on va apprendre encore plus. Et allez sur Instagram, vous allez retrouver le docteur Pisning-Gabile et vous allez trouver des vidéos avec plus de détails. C'est si bien dit et c'est contextualisé et c'est avec des exemples concrets de tous les jours et de ton interaction avec ses propres enfants. Donc, on apprend beaucoup, franchement. Je vous conseille. Mais on doit avancer aussi dans cette émission. Je pense qu'on a raté l'occasion de faire le défi, mais quand même, on ne va pas rater l'occasion de discuter avec nos amis du public. Nous sommes avec le club de français de Carnegie Mellon, l'université. Applaudissez pour vous. Oui. Et est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Oui. Merci. Je m'appelle Valodia Ouasse et je suis très ravie d'être ici. J'ai beaucoup appris. Ma question est, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une grande place dans notre vie quotidienne et nous lisons qu'ils sont des sources. Ils sont des sources de déséquilibre mental dans beaucoup de jeunes. Est-ce vrai et y a-t-il des solutions? Merci. C'est vrai dans beaucoup de cas. That's another good question. C'est vrai dans beaucoup de cas, dans le sens où ça peut être une échappatoire ou un échappatoire. Oui, un échappatoire. Un échappatoire. Et du malaise intérieur. Right? C'est très fréquent. Maintenant, on a ça. Avant, on n'avait pas ça. Avant, on allait jouer dehors. Oui. Mais maintenant, on a ça. Et puis, ça nous fait avoid, ça nous fait éviter de confronter le malaise intérieur. Et puis, ça crée beaucoup de comparaisons. C'est terrible, ça crée beaucoup de comparaisons. Et si la comparaison s'ajoute à self-esteem issues, oui, les problèmes d'estime de soi. Les problèmes d'estime de soi, comme je m'aime pas, je m'apprécie pas, je me sens inférieure, je me sens comme si ma vie n'aboutit pas à grand-chose. Ça va renforcer des sentiments comme ça. Je ne sais pas si vous avez le sentiment un peu inconfortable après des heures sur les social media. Like you really don't feel well.
Oui. Oui. C'est comme si tu avais mangé beaucoup trop de junk food. Voilà. Right? C'est tellement vrai, c'est une bonne comparaison. Parfois, tu manges beaucoup et puis c'est sucré. You Et puis feel good. Mais à la fin, tu te dis, oh! Et tu te dis, je vais jamais manger des burgers. And then you do it again. Oui, oui. Oui, non, mais c'est vraiment, c'est pas une hygiène de vie, spécialement si on veut atteindre un bien-être émotionnel qui peut justement passer par la guérison émotionnelle. Il faut donc réguler le temps qu'on passe. C'est un problème de... This whole thing is a problem of regulation. Tout ça, c'est un problème de régulation, soit émotionnel, comportemental, relationnel. Parce que comme relationnellement, certains gens sont beaucoup trop indépendants. I don't need you, I don't need anyone. Ouais. D'autres personnes sont beaucoup trop dépendants. C'est un problème de régulation, c'est pas équilibré. D'accord, super. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Est-ce qu'on a une autre question dans le public? Oui. Bonjour, je m'appelle Jacqueline et j'ai noté ma question, alors je voulais la lire. D'accord. Comme les étudiants, parfois on peut être dépassé par les cours ou bien les engagements sociaux et toutes choses comme ça. Alors je voulais vous poser, quels sont les bons moyens pour garder un équilibre mental, même en situation de stress? D'accord. Plus pratiquement, ce serait le self-care, l'habileté de t'engager dans des activités qui prennent soin de toi, qui te font du bien. Qui te font du bien. Ça veut dire que tu vas filtrer, tu vas pas, you're not a dumping place. Tu vas pas te laisser encombrer par tout et n'importe quoi parce que justement le temps, l'énergie, c'est sensible. J'ai pas beaucoup d'espace dans le temps, dans l'énergie que j'ai. Il y a tellement de choses qui me sollicitent. Donc, d'être intentionnel par rapport à c'est quoi tes engagements. Tu t'engages à quoi? Certains de nous, many of us actually, ont du mal à dire non à des engagements. Puis on est encombré. Et puis, c'est pas justement du stress, c'est aussi de l'anxiété. Ça peut créer de l'anxiété parce que c'est différent, les deux. Donc, je dirais ça. Filtrer mieux les engagements. Et puis, engage in self-care. Self-care, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire une marche dans la nature. Ça veut dire lire un livre qui te dégage l'esprit. Ça veut dire parler avoir une belle conversation avec un bon ami. Ça veut dire regarder quelque chose de comique. Quelque chose qui te fait laugh, qui te fait rire. C'est plein de choses selon les gens. C'est plein de, ça veut dire aller à vélo. Il y a tellement de choses qui peuvent nous dégager, mais aussi être conscient ou intentionnel par rapport à how many commitments, combien d'engagements on prend. C'est vrai. Ouais. The third point, c'est parfois ce qui amplifie le stress, c'est le dialogue intérieur. OK? Ça veut dire que non seulement j'ai beaucoup de choses qui me sollicitent, mais le dialogue intérieur est aussi defeating. C'est un dialogue qui me the pulse defeating. De défaite. De défaite. Je ne peux pas le faire. Je ne vais pas y arriver. C'est trop... C'est comme... Ce dialogue, c'est aussi quelque chose qui peut te couper l'élan ou qui peut encombrer ta santé mentale dans le stress. Donc, be compassionate towards yourself, right? D'avoir la compassion envers toi-même dans beaucoup de sollicitations, ça va aller. Ça va aller, tu peux le faire. Peut-être tu as besoin de plus de structure. Parle à toi comme tu parlerais à un ami. Okay? Ne te malmène pas dans le dialogue intérieur parce que ça casse même l'énergie que tu aurais pu avoir pour faire certaines de ces choses-là. C'est tellement vrai. Là, je viens d'y penser, parce que parfois on se dit « Ah non, je ne vais pas y arriver. Ah, mais regarde, non, je ne mérite pas ça. » Imagine si tu disais ça à ton ami. Non, tu ne vas pas y arriver. Je ne sais pas, à quelqu'un qui est proche, tu lui dis « Non, tu ne vas pas y arriver, regarde-toi. » Cette amitié ne continuerait pas. Oui, donc il faut aussi faire attention à ce qu'on se dit à soi-même. Oui. Alors, on va peut-être prendre 2 questions rapidement. Le temps passe très vite. Oui.
Je m'appelle Sion, Chami Sion. Nice to meet you. On entend souvent parler de dépression, des coups de bleu et des crises d'anxiété. Quelle est la différence entre les trois et quelle est leur voie de sortie? D'accord, d'accord. Vraiment, le point commun d'abord, OK, c'est pas toujours conscient, mais le point commun, je vais le dire en anglais, puis on va... it's the feeling that I'm not enough. OK, I'm not enough. Je suis pas assez. Pas assez, Ouais. pas suffisant. Je suis pas suffisant. Oui, I'm not worthy. Je suis pas digne. Et dans beaucoup de cas, la dépression ou la déprime, comme le coup de bleu, et l'anxiété, c'est des symptômes différents du même problème. OK? C'est comme si on aurait la malaria, que toi, tu as la fièvre, que moi, j'ai le vomissement. Right? Like, c'est vraiment des symptômes différents de la même infection, du même problème. Et donc, la différence, c'est juste dans les manifestations ou le ressenti. Ça veut dire que dans la dépression, je me sens... je manque le plaisir dans les activités qu'avant, j'avais le plaisir à faire. Je manque l'énergie. Et puis la dépression comme clinique, il faut que je sois dans un état de dépression pendant 2 semaines non-stop. Si c'est un jour, puis après je me reprends et je suis capable, c'est peut-être pas clinique, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de support, d'aide. Okay? L'anxiété, c'est dans l'agitation. Je me sens agitée intérieurement. C'est vraiment un état d'anxiété, de peur. Et je me sens agitée et ça peut interférer avec ma concentration, mais moins l'énergie. Je peux garder l'énergie avec l'anxiété, mais c'est juste que je me sens agitée, puis I'm losing focus, I'm all over the place, c'est un peu chaotique. Mais la dépression, c'est vraiment, on rentre dans un trou, puis c'est comme si on a juste besoin de se mettre au lit puis de se couvrir, que le monde nous oublie. Ouais. D'accord, oui. Et on va prendre une dernière question. Là, je pense qu'on comprend mieux ces mots-là, oui. Merci. Je m'appelle Elise Nchouti. J'ai une question. La thérapie est importante, c'est vrai. À partir de quel âge? Et quels sont les signes qui peuvent nous montrer qu'il faut consulter? Merci. Merci. Ça complète, je trouve. Oui, ça complète. On avait dit qu'on allait y toucher. Oui. Autant la santé mentale est nouveau, autant la thérapie, c'est un concept aussi nouveau. On ne parle pas de ça. Puis il y a encore tellement de pensées qui nous disent que ce n'est pas la peine. Comme si on est croyant, comme moi, je parlerai à Dieu ou à un pasteur ou à un prêtre et ça suffira. You know, like so many invalidating thoughts, comme qui peuvent nous retenir. Ou comment est-ce que je vais aller parler à un étranger? Par ailleurs, parler à un étranger, il y a beaucoup de bénéfices à ça. C'est vrai? Parce que tu ne vas pas interagir avec la personne après cette heure-là. Right? Parfois, si on s'ouvre à un ami et puis, ou à un conjoint, ça devient comme une relation dual relationship. Right? C'est plus facile d'avoir un thérapeute faire le travail de thérapeute avec toi et puis de ne pas avoir ton mari ou ta femme faire un thérapeute avec toi. C'est vrai? Again, parce que ça peut être très lourd. Ouais, oui, il y a beaucoup trop de proximité dans ces autres types de relations que c'est dur, que vraiment l'autre personne prenne la position de thérapeute pour moi. Et puis, c'est pas aussi professionnel ou structuré. Anyway, la thérapie est nécessaire, non seulement pour la guérison émotionnelle, mais pour le soin de soi émotionnel. Right? Comme physiquement, again, on peut aller voir un docteur parce que je suis malade. Je peux aller voir un docteur parce que je veux me checker, je veux voir si tout va bien, comment je mange, C'est vraiment la mentalité de wellness. Même.
Même si la guérison émotionnelle a été déjà faite, moi, personnellement, je vois toujours un thérapeute pour moi-même. Mais je ne suis plus dans des endroits de besoin de guérison émotionnelle comme je l'étais dans le passé. But I look at it as self-maintenance. Comme Donc je me maintiens émotionnellement dans... On a parlé des étapes. Tu as fait la prise de conscience. Oui. Et puis, tu as validé ce que tu ressentais. Oh oui. Tu es allé en thérapie. Ouais, je suis allée en thérapie. Tu as fait le travail. Ouais. À la fin, tu as traversé tout ça, tu te sens vraiment guéri, mais quand même, tu te dis, je continue pour m'assurer que tout va bien. Peut-être pas chaque semaine comme dans le passé, mais une fois le mois, ouais, je le fais. Ah, c'est bien d'entendre qu'il y a quelqu'un qui, un peu comme nous, qu'on peut se reconnaître dans la personne qui est allée en thérapie. Parce que souvent, on dit que c'est pour les Blancs. Franchement, entre nous, disons la vérité. On dit thérapie, comment ça? C'est pour les Blancs. Mais voilà, une personne qui n'est pas blanche qui est allée. Ah ouais, c'est bien, et donc ça marche. C'est fort, c'est fort. C'est vraiment une ressource qui peut être powerful. Oui, et bon, tu es ici au Rwanda pour un moment. Est-ce que, parce que c'est la question qu'on va se poser, la majorité de ceux qui nous suivent sont ici, on va parler pour eux. Est-ce qu'il y a c'est disponible, la thérapie, est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital et avoir accès à un psychothérapeute? Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'il y a des endroits? Est-ce que c'est quelque chose de disponible? Sans trop peut-être entrer en détail des endroits et des disponibles, mais c'est quand même quelque chose qui est là. Je veux croire que oui, parce que je viens juste d'arriver et c'est la première fois que j'habite au Rwanda. Mais le peu de recherche que j'ai fait, oui, il y a des bureaux qui commencent à ouvrir. Certains par des Occidentaux, certains par des Rwandans, des locaux, ouais. Quelques bureaux. Et puis, je ne sais pas si aux universités, il y a des bureaux comme à l'époque. À l'époque, il y avait comme un psychologue de l'école. Ouais. School counselor. Il y en a chez vous? Ah, super. Donc, par exemple, il y en a. Oui, c'est bien. oui. Je suis consciente qu'il y a encore beaucoup de besoin de pourvoir des ressources comme ça professionnellement dans notre culture, mais je veux croire qu'il y en a quelques endroits qui peuvent accommoder ce besoin. C'est bien sur ce point, parce que là, il y a plein de personnes qui nous ont suivis et qui peut-être se disent, après ça, je sens vraiment que je dois demander de l'aide, que je dois être suivi par quelqu'un. Et donc, voilà, il y a de l'aide. Il faut aller approcher les professionnels de la santé. Google them. Oui, sûrement ils vont vous indiquer. Et j'ai vu un reportage récemment, ici même sur notre chaîne, où on parlait de comment il y a un département santé mentale, je pense, dans tous les hôpitaux de district. Donc, je ne sais pas si c'est thérapie, mais en tout cas, c'est-à-dire que l'information, elle est là si on s'approche des professionnels de la santé ou juste par une recherche sur Internet. On va ajouter des informations sur les pages de l'émission Le Miroir sur les réseaux sociaux, autant qu'on en aura qui viendront sur les endroits où on peut trouver de l'aide justement en termes de thérapie. Et j'ai envie qu'on finisse avec juste rapidement une différence entre justement la psychologie et la psychothérapie. D'accord. Oui, parce que parfois on peut dire psychologue alors qu'on voulait dire psychothérapeute, ou on peut dire psychothérapeute alors qu'on voulait dire psychologue. Oui. Et puis chez nous, c'est plus psychologue. Mais dans l'Occident, dans plein d'endroits dans l'Occident, le concept de psychologue, c'est principalement une carrière de test de diagnostic. Pas forcément de pratique de thérapie. Ça veut dire que tu vas les trouver. Certains psychologues font le travail de thérapie, mais ils sont plus formés dans les mental health testing and diagnosis. Donc, c'est eux qui vont vraiment diagnostiquer puis te trouver un disorder, un dysfonctionnement. Dire cette personne a tel problème spécifiquement. Oui, et c'est important à l'Occident parce que c'est ces tests-là qui me font accéder les médicaments. À la bonne aide. Oui, le psychiatre, puis les médicaments. Le psychiatre va demander est-ce que tu as un diagnostic de la part d'un psychologue. Le psychothérapeute, c'est le terrain de la thérapie. Ça veut dire qu'on est beaucoup dans... Je suis psychothérapeute. On est beaucoup dans le bureau à travailler avec... Moi, je travaille avec les enfants, avec les individus, avec les couples et les familles, en thérapie. Puis je fais des ateliers dans ce même cadre-là.
virtuellement, parce que je suis là virtuellement à Vancouver puis à Montréal. C'est ça la spécialité. Ça veut dire qu'on est plus formé dans la thérapie, les autres sont plus formés dans le diagnostic. Ouais. Oui. Alors, on a appris beaucoup. C'était une émission très enrichissante. On a d'habitude des jeux face au miroir, tic-tac, etc. Mais le temps est passé tellement vite. On me dit que le temps est fini. J'ai envie qu'on applaudisse pour le docteur Peace Ngabile. On a appris beaucoup. Tu es ici encore pour quelques mois. Tu es toujours la bienvenue. J'espère que dès qu'on te contactera, qu'on aura eu de nouvelles questions, je suis sûre qu'il y en aura. Tu pourras venir. Moi, je suis ouverte parce que je veux vraiment participer à la prise de conscience. Super. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à nos amis du Club de français de l'Université Carnegie Mellon ici au Rwanda. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous. Allez, ciao.